Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff après la 11e semaine de compétition. Il en reste donc plus que 7, si je compte bien, avant la fin de la saison régulière. Une 11e semaine de compétition qui nous a emmenés à Madrid, à Buffalo, toujours pas de tempête en Floride. Bref, on est parti un petit peu de tous les côtés. Il y a eu du suspense, il y a eu des défenses pas toujours très inspirées, mais on va parler de tout ça pendant 7 heures ensemble. On va focaliser notamment sur 4 rencontres. Notre analyse, celles qui ont le plus de conséquences pour les futurs playoffs à venir, avec moi, mon équipe du lundi au grand complet, avec mon Seb. Salut Seb, comment ça va? Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Comme tu l'as dit, 11e semaine, et il y a des matchs qui deviennent cruciaux. Ça y est, alors c'est pas encore la dernière ligne droite du championnat, c'est plutôt le dernier virage, mais on a déjà des clubs qui commencent à penser à leur classement pour les playoffs, qui commencent à penser first seed, certains qui commencent à se demander s'ils sont distancés ou pas, et comme tu l'as dit, on va se concentrer sur 4 des rencontres à enjeu de ce week-end, et des rencontres à enjeu, il y en a eu. Mon Yaya est là aussi, avec encore les Giants fidèles à eux-mêmes. Ils ont failli gagner, mais ils ont perdu. Oui, c'est bonsoir, bonjour, bonsoir à toutes et tous, et un bonjour tout particulier à Lilian, un auditeur fidèle depuis cet été. Salut Lilian. Voilà. Depuis cet été. été. Mais il m'a montré sa fantaisie, un peu comme moi, il s'est pris une grosse branlée ce week-end. Alors moi, j'ai laissé le chef gagner en fantasy parce que je tiens mon contrat. Parce que t'as aucun honneur, surtout. Mais voilà. D'ailleurs, tiens, j'ai eu un appel du chef qui, quand on se moque de sa carrière de receveur de prospect de La Rochelle, il faut dire qu'il était prospect chez les Sea Devils de La Rochelle. Il faut bien noter et dire les Sea Devils de La Rochelle. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, les Sea Devils qui ont donc le même nom que la franchise d'Hambourg en ELF, oui. Franchise qui était l'une des plus mauvaises de l'année dernière. Comme quoi, le nom ne fait pas tout. Mais les La Rochelle Sea Devils ont perdu d'ailleurs ce week-end, d'après le chef. Vous retrouverez tous les résultats de la Coupe de France de flag et du championnat de flag sur le site de la Fédé. Allez-y directement, c'est rapide, parce que si on fait tout, on n'a pas fini. Mon Vince, comment ça va? Et il bonjour, dort, bonjour Vince, à tous. Bonsoir, ce soir je suis un peu fatigué, je le reconnais. La nuit fut courte après avoir festoyé comme il se doit, d'avoir regardé ce match puis festoyé tout nu dans les rues du sud de la France. Voilà, ça peut arriver. N'appelez pas les pompiers, tout est sous contrôle. Mais voilà. Et du coup, on va parler de beaucoup de choses. On va pardonner Vince ce soir parce que comme il est fatigué, il risque de mettre les noms en face des bons joueurs. Donc ne lui en voulez pas. Non mais de toute façon ce soir on va parler à peu près d'un gars des Bills, un gars des Broncos, un gars des... Voilà, je fais la vanne avant que vous parce que voilà, vous m'avez énervé. Et voilà. Donc si vous voyez que les noms correspondent à la bonne équipe et au bon numéro de maillot, c'est normal, c'est qu'il est fatigué. Il n'y a pas de blague. C'est tout à fait normal. Les amis, on va partir du côté de Buffalo. Du côté de Buffalo. On va commencer par aller du côté de Buffalo, parce qu'à Buffalo, il y avait un petit match assez intéressant hier entre les Bills et les Buccaneers. Alors, c'était déjà intéressant avant le début du match. On s'était dit, tiens, c'est l'une des affiches de la semaine, et en plus, une fois n'est pas coutume, cette affiche nous a permis de voir un bon match, parce que des fois on se dit tiens, ça va être l'affiche de la semaine, et puis ça finit par un match des Broncos, quoi. Mais là c'était un vrai bon match, au moins offensivement, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler. Défensivement c'était un petit peu plus compliqué. Une victoire des Bills 44-32. Les Bills, mon cher Seb, se sont remis en ordre de marche après leur déconvenue de la semaine dernière face aux Dolphins. Alors, ils sont quand même assez incroyables, ces Bills, qui nous font chanter ou déchanter d'une semaine sur l'autre, capables... On va faire le baromètre Bills, maintenant. Capable de se faire marcher dessus par les Dolphins une semaine et de passer 44 points à Tampa Bay la semaine d'après, puisque c'est bien ce qu'il s'est passé. Une victoire 44-32 contre Tampa. Ça avait pourtant mal commencé, avec sur le premier drive une interception
horrible de Josh Allen, interception réalisée par Jacob Parrish sur un jeu, mais alors digne d'un rookie. On l'a cru perdu sur le terrain, c'est-à-dire vraiment le syndrome du joueur qui veut étendre le jeu à tout prix, qui s'accroche à son ballon et qui lance une passe forcée. Mais ce serait mal connaître Josh Allen que de penser qu'il allait se limiter à ça. Et le MVP en titre s'est vite repris avec une succession de big plays, notamment sur Tyrell Shavers, Ty Johnson et James Cook, cette petite réception de 28 yards pour un touchdown, la petite passe lobée qui était magnifique. Et Allen lui-même qui va marquer 3 fois, dont le TD qui scellera le match. Il finit avec 317 yards au lancer, 3 touchdowns à la passe, 6 courses, 40 yards, 3 touchdowns au sol. Il lancera également 2 interceptions. C'est le deuxième match de sa carrière avec 3 touchdowns lancés et 3 touchdowns au sol. Et vous savez quoi? C'est le premier depuis qui? Je ne sais pas, Eli Manning. Depuis Cam Newton. Depuis Otto Graham en 1954, messieurs. Aucun d'entre nous. Voilà, aucun d'entre nous n'était né, même pas Yaya. C'est vous dire. Hein. Et s'il te plaît, je suis plus jeune que toi, et moi j'étais plus sur Autobus. Voilà, le fameux. Pour ceux qui connaissent les Simpsons. Un petit coup de chapeau aux special teams des Bills sur les retours de coups de pied. 158 yards relancés par Ray Davis et Michael Coleman qui a lui Michael Hardman, pardon, décidément je suis atteint de Vincent qui réalisera une relance de 61 yards qui a donné des départs en position très favorable à l'attaque de Buffalo. Et ça, ce sont des yards, en quelque sorte, des yards cachés qui entrent pas dans le gain de l'attaque du match, mais qui ont leur importance. Donc Buffalo qui a montré une attaque plutôt fiable en offense, malgré les absences de Coleman et de Dalton Kincaid. La défense, c'est une autre histoire, mais je vais peut-être laisser mes collègues en parler. Oui, Vince, tu veux répondre à cette attaque? Est-ce que je peux avoir un minimum de respect, s'il vous plaît? Désolé Vince, j'ai pas pu m'en empêcher, c'est que de l'amour, tu sais que je t'aime. Merci. Tu peux, mais ce sera vraiment le minimum. C'est le jour où on fera plus tout ça qu'on t'aimera plus, en fait. C'est vrai. Tu vois, c'est une sorte de dommage. Vivement qu'on te rende hommage, alors. Allez. Et ce serait dommage. Laisse l'humour peut-être aux spécialistes. Oui, on va peut-être arrêter là. Alors, tu veux qu'on raconte les off? Peut-être bien. Tu veux que je refasse une... Moi, je veux bien refaire une... Non, on va pas la faire. On est à l'antenne, les gars. On peut pas. Il n'y a pas de souci. Tiens, en parlant d'antenne et une petite digression par rapport à nos discussions, je rappelle que maintenant, le jeudi aussi, on se retrouve en live à 21h30 pour discuter. Alors, on a discuté ELF la semaine dernière, on va discuter NFL cette semaine. On parlera de la semaine 12. Et la semaine prochaine, le 27 novembre, on va se retrouver pour le match entre les Chiefs de Kansas City et les Dallas Cowboys. Ce sera le deuxième match de la soirée de Thanksgiving. On aura des invités, on aura Yaya, on aura Raph, on aura moi, on aura je sais pas qui d'autre, mais en tout cas ça va être super sympa. Donc comme d'habitude, TPO se met à l'heure de Thanksgiving, ce sera le 27 novembre à 22h pour le match entre les Chiefs et les Cowboys de Dallas. Voilà. On revient à Buffalo. Vince, il y a Seb qui parlait d'une défense un petit peu difficile. Ça a été le cas des deux côtés. Est-ce que les Bills vont pouvoir vraiment être prétendants au top de l'AFC face à des défenses comme les Broncos, face à des défenses comme l'AFC Nord aussi, qui ont des défenses beaucoup plus solides, en encaissant plus de 30 points par match? En fait, hier, il y a quand même un facteur qui est prépondérant aussi dans le match et dans le fait qu'ils encaissent 30 points, c'est justement ces turnovers. 3 turnovers, c'est vraiment beaucoup pour une équipe qui de ce calibre, qui cherche vraiment à dominer. Et en fait, sur le match, la défense à la passe est
plutôt pas mauvaise. Ils encaissent 173 yards à la passe. Baker Mayfield finit à 16 sur 28. Par contre, c'est la défense au sol qui est beaucoup trop perméable. Et on a vu justement des blocs beaucoup plus dominants de la part de la O-line des Buccaneers. Moi, j'ai vu certains jeux qui m'ont assez sauté aux yeux, notamment au niveau des blocs de la O-line des Bucks, qui allaient chercher le deuxième rideau des Bills, qui venait, mais qui était parfaitement immobile en fait. On avait l'impression qu'il subissait complètement les blocs, qu'il n'arrivait pas à se sortir de ce piège-là qu'avaient mis en place les Bucks. Et par contre, sur le plan de jeu des Bucks, j'ai vu vraiment de très très belles choses en allant voir des décrochages de garde et même du tackle qui allaient chercher du second rideau derrière. Et ça, c'est très intéressant à voir parce que c'est peut-être une des clés qui va nous permettre derrière de contrer ces Bills-là. Alors, il y a les deux qui demandent la parole. T'as demandé aussi, mon Yaya? Oui, moi, ce sera après Seb. Voilà, Vas-y, oui, Oh la vache. Ah, ça arbitre sec. Mais tu vois, Vince, tu parlais de ce second rideau, enfin de la low-line de Tampa Bay qui allait chercher ce second rideau très passif. Un chiffre, donc 202 yards au sol pour Tampa, 145 avant le premier contact. C'est vous dire si devant, ça a déblayé, mais sévèrement, hein, comme tu l'as dit. Et Bon, Yaya. le running back Tucker, 106 yards, 2 touchdowns en rushing, plus un en plus en réception. Voilà, le plan de jeu, ça a été de pilonner vraiment au sol. Parce que plus que les 202 yards totaux à la course, ce qui fait mal, entre guillemets, c'est les 5,2 de moyenne. C'est-à-dire que tu fais 2 courses, tu es quasiment assuré de faire un first down. Ouais. Donc voilà, là, clairement, la défense à la passe des Bills, il va falloir vraiment regarder un peu la vidéo et voir un peu comment on peut sortir de ce piège-là. Côté Bucks, là, pour le moment, on se focalise sur la défense de Buffalo, mais côté Bucks, on peut parler de Buccaneers aussi. Le plan de jeu à la course était très bien senti et très bien imaginé. Voilà. Par contre, maintenant, on va parler des Bucks dans leur ensemble. Les Bucks encaissent 44 points dans un match comme ça. Ils n'arrivent pas à sortir du jeu, à sortir du gros jeu, même à la passe. On sent un Baker Mayfield qui est beaucoup plus emprunté qu'au début. Je rappelle quand même qu'après la Week 5, on disait, et nous, même nous ici, on disait qu'il pouvait être un prétendant potentiel au titre de MVP parce que s'il continuait la saison comme ça. Il a pas si cible, hein. Oui, d'accord, mais il est dans un énorme trou pour autant. Il n'y arrive plus. On dirait qu'on lui a coupé les jambes. On lui a coupé les receveurs. D'accord, mais il arrive beaucoup moins à courir. Il est beaucoup plus les pieds dans le sol, moi je trouve, derrière sa bulle de protection. Il n'arrive pas ils disent beaucoup aux États-Unis le foot job. Donc tout ce qui est le travail des jambes, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment. J'ai perdu. J'ai dit foot job, mais je me suis trompé. C'est footwork, hein, je pense. Le foot et finalement, il s'est trouvé les sites internet. Hein. C'est vraiment qu'il est. Il met pas du sien pour nous, hein. Mais voilà. Mais heureusement qu'il n'a pas voulu nous parler de blowout. On n'était pas. Bienvenue dans Tailgate, un podcast de très haute tenue. Le podcast d'analyse de la semaine. Voilà. Merci. Merci Vince. Tu veux rajouter quelque chose ou t'as fini? Je suis fatigué. Oui, mais on voit quoi t'as passé ta soirée en tout cas. C'est intéressant. Oui, voilà, on va te trouver une place. Hein. On va te recaser dans le PAF du foot américain, mon cher Vince. On va trouver quelqu'un pour t'accueillir, t'inquiète pas. Oh la vache. Après, je demande du respect, moi aussi. Comment tu veux que Le pire, c'est que j'étais en train de vérifier en même temps les stats des Buccaneers et je vois Seb qui s'agite sur l'écran. Oui. Mais de quoi il vient de parler Non, mais je veux dire, heureusement qu'on est dans un podcast francophone.
téléphone, quoi, parce qu'on se aux Ah bah là, États-Unis, les gars. De toute Alors, façon, Flav, on est carrière d'accord, on était enregistre. terminée. Tu vas la couper, la séquence. Pas du tout. Au Et sujet. pas du tout. non, On va faire, hein. ça, on va couper ça par contre. Pas du tout. Pas de Et on en profite pour saluer les quelques 800 et quelques personnes qui nous ont écoutés depuis les États-Unis le mois dernier. Tu vois, bah, je suppose qu'ils vont être contents. Ah ouais, ils vont être servis, là. Salut Merci, nos amis merci à américains. vous. Voilà, ça va être sympathique. Est-ce qu'on commence à s'inquiéter Tu disais, Yaya, il y a quand même un problème chez les Buccaneers, pour revenir pas un moi petit qui peu dis ça. sérieux. Si, tu as dit, il y a un problème, c'est qu'il n'a pas eu de receveur. Ah oui, sur les Si, blessures. c'est toi qui as dit ça. Oui, oui. Oui. Chris Godwin n'est pas là. Mike Evans ne sera plus là jusqu'à la fin de la saison. Le problème, c'est que c'est un problème, c'est quelque chose qui risque de se pérenniser. Je veux dire, Mike Evans, il va pas le retrouver la semaine prochaine, tu vois. Non. Donc, il va falloir quand même trouver une solution pour les Bah, Buccaneers. Ce qui manque, c'est les points de Godwin, forcément. Mais il peut pas tout créer non plus. Alors, l'avantage, c'est qu'on parlait de Tucker, il y a Rashad White, il y a du jeu de course qui apparaît du coup. Donc, du côté du coaching staff, on essaye de pallier les absences. Mais après, notre ami Baker Mayfield, lui qui avec son footwork a quand même été marqué un touchdown, quand même, à la course. D'ailleurs, il m'a fait peur sur son touchdown parce qu'il y va, il se réceptionne sur les cervicales. Oui, j'en peux mais plus, comme dirait un grand philosophe, Seb, j'aurais pas man aimé of, que ce soit Tua, quoi. man of the people, Voilà. notre ami Baker. Donc, moi, je m'inquiète un peu pour eux sur la fin de saison, mais l'avantage, c'est que, tu vois, on a encore une fois les Falcons qui se prennent les pieds dans le tapis. Les Panthers qui ont perdu bêtement la semaine dernière, donc là, ils gagnent parce que c'est les Falcons. Ils ont un peu de marge, donc On reparlera des Panthers. Je vous l'annonce, le thème du podcast, normalement, mercredi, c'est de parler des Panthers et des Bears. Donc, ça tombe oui. bien. Mais voilà, on en parlera peut-être un petit peu après. Mais Parce que là, le problème, c'est pas tant l'attaque. Tu mets, et Todd Bowles le disait en conf de presse d'ailleurs, en mettant 32 points, t'es censé gagner le match. Tu vois, quand oui, tu mais marques 32 points, comme t'es censé gagner. tu vois, Seb l'a très bien dit. Avec les équipes spéciales, tu as vu le nombre déjà, Buffalo, il commençait au-delà de la mi-terrain, quoi. Donc, Oui. Et derrière, bah, écoute, en plus, ils sortent de bye week. Ouais, la défense est un peu inquiétante, mais d'un autre côté, est-ce qu'ils sont vraiment dans la même cour, les deux? C'est une vraie question. C'est une vraie question parce que moi, je pense que Buffalo est vraiment très, 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 très au-dessus. Eux, ils visent l'AFC, gagner l'AFC. Ils courent après depuis des années. Moi, vous connaissez mes doutes sur McDermott. Oui. Ah bon? Voilà, mais me surprend. et après du côté de Tampa Bay, l'objectif c'est de gagner la division pour aller en playoff et essayer de gagner un match à domicile et puis après ciao, on va à Cancun, quoi. Donc ils ont pas l'étoffe pour aller au-delà de passer un tour de playoff. Alors que Buffalo, eux, ils visent le haut et de retourner au Super Bowl qui n'est pas arrivé depuis Petit fun fact d'ailleurs en parlant des Buccaneers, vous savez qu'actuellement, si on prend la playoff picture actuelle, les Buccaneers, enfin aucune équipe de NFC Sud, s'il n'y avait pas la prime aux champions de division, ne serait en playoff puisque les Buccaneers sont 8e actuellement de la NFC et les Panthers 9e, donc voilà, ça. Il y aurait actuellement personne en playoff, évidemment, comme il y a la prime à la division, les Buccaneers y seraient. Du coup, ce seraient les Lions qui se feraient virer de la playoff picture en étant 7e. Voilà, oui, mais ils vont rejouer les Saints, donc ils vont avoir des victoires. Oui, mais alors attention justement sur les Bucks, il y a quand même le prochain match qui est contre les Rams. Ouais. aux Rams à Los Angeles. Ça va être un match très compliqué pour eux. Et puis il y a ce double affrontement contre les Panthers qui va clairement définir la division, qui arrive la dernière journée et 3 journées avant la fin. Donc L'OTP du 10e journée. ça va
pas être si évident que ça, quoi. Mais il y a un monde dans lequel on peut encore se retrouver avec une NFC Sud où tu finis avec un bilan tout juste positif pour le champion, voire un bilan négatif. Ça peut, vu le calendrier des deux équipes, ils peuvent se manger entre eux, les Falcons peuvent en prendre une ou deux. Enfin bref, ça peut Oui, mais tourner un petit peu dans tous les sens. ils ont mis moins de temps que les Panthers pour se mettre en route, donc ils ont accumulé. Et Oui. c'est ça en fait. Et après, mais je suis d'accord que les matchs contre les Panthers vont, selon l'expression consacrée, vont compter double. Tout à fait. Un match qui compte simple, mais dont on va parler quand même, et qui compte fortement, puisque c'est la rencontre de NFC West entre les Seahawks de Seattle et les Rams de Los Angeles. Une rencontre qui, là aussi, était très attendue parce que, justement, ces deux équipes étaient à égalité au niveau du bilan avant cette 11e semaine de compétition. Oui. Eh ben, ce sont les Rams qui se sont imposés de justesse, 21-19, qui avaient très bien commencé la partie, Yaya, et qui finalement ont commencé à buter en fin de match et ont même eu, les Seahawks, un field goal très lointain, 61 yards, pour tenter d'aller chercher la victoire à la dernière seconde. Tout à fait. Eh bien, je vais donner une seule stat qui va résumer le match. Sam Darnold, donc sans Darnold. Oui, Sam Darnold, s'il te plaît. Oui, c'est Sam Darnold. Merci de l'appeler comme son nom, comme l'état civil le veut, tu vois. Voilà, tout à fait. 4 L'état interceptions. civil Vinceau. 4 interceptions. Donc, merci, monsieur, dame. Déjà partir, en fait, autant rester au vestiaire si c'est pour faire ça. Ils partent avec un handicap. Heureusement, Comme au Téléthon. voilà. Allez, levez-vous là-haut. C'était le Téléthon François Feldman. Regardez le Téléthon, les images du Téléthon. 14-0, 14-3 à la fin du premier quart-temps. Et derrière, il ne marque plus jusque dans le quatrième quart-temps. Ça a été très très dur. C'était un match âpre entre deux rivaux de division. Des rivaux de Seb d'ailleurs. Mais ouais, les 4 interceptions de Darnold plombent complètement l'attaque des Seahawks. Darnold qui fait 279 yards malgré tout. Ils dominent dans toutes les stats, mais ces 4 interceptions le plombent complètement. Donc en face, ça a été compliqué en début de match, mais ils sont allés chercher les touchdowns qu'il fallait. Williams, Davante Adams. D'ailleurs, juste une petite stat sur Davante Adams. 8 targets, une seule réception. Et un touchdown. Et voilà, un touchdown. Et puis, à noter que du côté de Parkinson, on n'a pas tremblé. Encore une fois, avec un touchdown. Je vois que tu nous l'as fait à peu près tous les matchs. Oui, tout à fait. C'est un running gag. Voilà, tout à fait. Très bien. J'aime bien les running gags, parce que moi j'aime running. J'ai l'impression de me retrouver avec mes classes de 6e. C'est pour ça que j'ai arrêté d'être prof. C'était pour plus avoir ce genre de gamin là. Tu vois. Du coup, tu es devenu grincheux. Ouais, c'est ça, sans doute. C'est toujours mieux que simplet. Alors, Vince, je disais donc, on a les Seahawks qui, pour une fois, n'ont pas pu commencer leur match comme ils le voulaient. On sait que c'est une équipe qui commence très fort d'habitude en première mi-temps, qui mène rapidement au score. Et là, ils se sont retrouvés, à l'inverse, menés très rapidement et menés même de 10 points assez vite dans la rencontre. Oui, et malgré tout ce qui s'est passé et ces turnovers, on les a pas non plus sentis complètement partir à n'importe comment, à jouer n'importe comment, à faire du n'importe quoi. Alors oui, Sam Darnold a fait un peu n'importe quoi, puisque lancer 4 interceptions, et il y en a certaines qui sont vraiment vilaines, mais sinon, l'équipe en elle-même est restée quand même assez solidaire et a essayé de remonter et de franchir ce cap, parce que là, franchement, c'était un match qu'ils se sont rendus compliqués eux-mêmes. Avant de parler vraiment des Seahawks, moi j'aimerais juste dire un petit mot sur les Rams qui m'ont assez déçu hier quand même. Je m'attendais un peu mieux de leur part.
gagner un match de 2 points alors que tu as 4 turnovers, enfin 4 interceptions de ton côté, c'est quand même pas non plus fifou comme dirait l'autre. Ils ont récupéré quand même des ballons dans de très bonnes positions et n'ont pas réussi complètement à convertir toutes ces offrandes. Donc les Rams, c'est mi-figue, mi-raisin, quoi, on va dire, ce match-là. Ça reste une victoire, ça reste quelque chose qu'il fallait prendre, ils l'ont pris, et c'est bien là le principal. Ils se retrouvent à 8-2 avec un bilan plus que positif et vraiment confiant pour se qualifier en playoff. Voilà, du côté des Seahawks, tu l'as clairement dit, leur habitude de partir très fort, ils se sont mis eux-mêmes le plomb dans l'aile. Pour des Seahawks, voilà, c'est ce qu'il faut dire. Et derrière, malheureusement, ils n'ont pas réussi à décoller complètement dans leur jeu. Ils étaient derrière au score, ils ont essayé de pousser. Des fois, Sam Darnold a tellement poussé qu'il est allé justement recommettre encore d'autres interceptions derrière. Mais le jeu a réussi à être assez équilibré. Moi, je regrette juste un petit peu qu'on utilise beaucoup moins Zach Chardonnay à la passe. On l'utilise beaucoup sur la course. D'ailleurs, il y a une très très bonne alternance entre les deux running, Zach Chardonnay et Kenneth Walker, puisqu'ils ont 16 et 11 portées chacun. Par contre, effectivement, ce jeu de course, c'est 16 et c'est 11 portées, c'est avec 4,2 et 3,4 yards de moyenne. Ça veut dire aussi que là, le jeu de course, il n'est pas non plus hyper dominant. Donc là, ça a été un peu un problème hier. Bon, après, ça reste un match de division à l'extérieur chez les Rams. Il est perdu celui-là. Si je me trompe pas, il leur reste encore le retour à faire. Ils n'ont pas joué encore, hein. Non, il reste le retour à faire, effectivement, qui sera à 3 matchs de la fin, l'antépénultième match, comme l'a dit Yaya tout à l'heure. Donc, celui-là, il va aussi valoir son pesant de cacahuètes, et je pense que à ce moment-là, il va y avoir quand même de grosses choses qui vont se décider lors de ce match-là. Mon cher Seb, toi, c'est ta division, ta NFC West, celle que des matchs où tu aimerais que les deux perdent, mais c'est pas possible. Alors des fois, on a une petite préférence. Sans vouloir rentrer dans les détails, hier entre les Panthers et les Falcons, j'avais une petite préférence. Bon, je ne dirais pas pour qui, hein, mais ça allait plus du côté de la litière que du côté des Falcons, quoi. Donc voilà. Les Falcons. Oui, les Falcons, oui. Ah, Oui, c'est mignon. C'est mignon. oui, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, faut parler anglais, mais Vince vous donnera des cours d'anglais si vous avez besoin, il est spécialiste. C'est son job. Seb, donc, je disais, qu'est-ce que t'en retires, toi, de ce match? Parce que finalement, il y a 4 interceptions de Sam Darnold, mais les Seahawks restent au contact, donc tu te dis que ça reste vivant malgré un match qui est vraiment pas top au niveau offensif. De l'autre côté, les Rams ont semblé quand même plutôt maîtriser leur sujet. Alors, ce qu'on a vu, c'est 2 défenses qui ont maîtrisé les attaques adverses. On parlait de la défense des Rams et effectivement d'une équipe des Rams qui gagne avec 2 points d'avance, mais ils ont encaissé 414 yards, les Rams, mais en red zone, ils ont été particulièrement intraitables. Seattle fait un 1 sur 4, et la différence, elle se fera vraiment sur les pertes de balles, sur ces 4 interceptions de Sam Darnold. Et Seattle aussi a présenté une belle défense. Ils vont faire de nombreux stops durant le match, malgré 2 touchdowns encaissés. Ils ont blitzé 42,9% du temps sur les passes, et ça a posé de gros soucis à Matthew Stafford. Et si vous voulez un chiffre, lors du deuxième quart-temps, je crois, la défense de Seattle n'a loué que yards au sol. C'est assez incroyable comme ce qui est compliqué avec les Rams, c'est qu'ils sont la 3e scoring, ils sont la 2e en perte de balles. Ils en sont à 16 ballons
perdu cette saison. Darnold a certainement fait le plus mauvais match de sa saison. Il a passe forcé. Je pense qu'il y a eu quand même une sorte de choc. Je pense Détroit dernière journée de la saison dernière, sauf que là contre Détroit, c'était pas les interceptions, c'était les sacs qui avaient tué son match, et c'est la preuve que Seattle, ils vont avoir besoin d'un Sam Darnold à son meilleur pour espérer remporter la division. Petit chiffre, les Rams ont, d'après ESPN maintenant, 66% de remporter la NFC West après cette victoire. Alors, il y a eu un petit bug de son pendant l'intervention de Seb, mais je l'ai pas eu. on a compris les mots. C'est juste que certains sont arrivés un peu tous en même temps. Mais bon, ceux qui écoutent Vince depuis longtemps savent que ça peut arriver. Donc, c'est pas très très grave à la rigueur. On a compris l'essentiel du propos. Aujourd'hui, ton anniv quelque chose, il y a un truc. Bon, il cherche aussi. C'est l'histoire des perches. Vous savez quoi m'offrir en tout cas. Ouais. Oh oui, on sait quoi t'offrir. Un dictionnaire. L'encyclopédie en carta en CD-ROM. On continue donc de dérouler cette 11e semaine et on va parler de tes Broncos. Tiens, mon Vin, c'est ton moment. C'est ton moment Allez. de gloire. On peut y aller, Seb. On y va. Voilà, nous, Allez, on va c'est la pause toilette pour nous. À tout à l'heure. Ah, mais t'as pas une bouteille, toi? Ouais, non. Non, moi je suis prise, monsieur. Ils sont dissipés aujourd'hui, je trouve. Oui, les CP, les Denver Broncos qui recevaient donc les Kansas City Chiefs pour le choc, alors me choque même pas du sommet de la FC West, parce qu'en fait c'était plutôt les Chiefs qui étaient dos au mur pour essayer de revenir sur ces chevaux sauvages lancés au triple galop, et les chevaux sauvages ont continué leur course en avant, puisque les Broncos s'imposent 22-19 dans un match qu'ils auront, si je ne dis pas de bêtises, tout le temps mené au score. Non. Ils étaient derrière en deuxième mi-temps. Mais voilà, enfin, dans un match qui a été plutôt maîtrisé, qui a été, comme on s'y attendait, pas forcément le plus spectaculaire au niveau des attaques, mais en tout cas, l'essentiel est là, et c'est peut-être la grosse différence par rapport aux Broncos de l'an dernier, c'est que ces matchs serrés contre Kansas City, maintenant, ça tourne en faveur de Denver. Exactement le même scénario l'année dernière à Kansas City justement, et Denver, ça faisait bloquer le field goal sur la dernière possession. Et comme tu l'as dit et très bien dit, mon cher Flav, c'est là qu'on voit que cette équipe a pris un peu d'expérience, surtout du côté de l'attaque, parce que la défense, oui, ils se sont renforcés, mais la défense déjà l'année dernière avait fait montre déjà de pas mal de bonnes choses. Pour revenir sur le match. On voyait donc une attaque, enfin on attendait un match entre une équipe des Broncos avec une défense certes bien marquée, bien présente, mais beaucoup de doutes sur l'attaque, énormément de doutes sur l'attaque, après des sorties très décevantes, dirons-nous, malgré les victoires. Je parle du match des Jets, je parle du match des Raiders par exemple, qui ont été très très mauvais offensivement, et même celui des Giants pendant trois quarts temps où on les a pas vus, on pourrait citer celui-là aussi. Et justement hier, l'attaque a fait mentir quand même tout cela. Certes, ce n'était pas un score fleuve comme d'autres matchs, mais pour autant, le match a été très très agréable à regarder. Comment dire, techniquement, tactiquement, et surtout la partie d'échecs que se sont livrés les deux entraîneurs était vraiment très très intéressante. On a vu des très bons drives se développer des deux côtés du terrain, avec une très très belle alternance entre jeu de passe et jeu de course, même si de manière générale le jeu de course n'a pas fonctionné ni d'un côté ni de l'autre. 62 yards pour les Chiefs, 59 pour les Broncos. La différence, elle a été dans les moments clés du match, dans les zones clés plutôt. Tout à l'heure, on a parlé de red zone. La différence est vraiment venue là-dessus. Et cette interception de Patrick Mahomes qui a changé beaucoup de choses, puisque si je ne me trompe pas, c'est le seul turnover du match. Et ça change en fait tout. Simplement, cette possession, là où les Chiefs étaient déjà en position de marquer un field goal, se font intercepter, et derrière, les Broncos remontent pour aller marquer un touchdown.
de manière générale, ce match est vraiment intéressant. C'est une grosse passation de pouvoir entre les Chiefs qui avaient les 10 derniers titres de division, si je ne me trompe pas, ou les 9 derniers. Ils voulaient leur 10e cette année. Et cette année, ils se retrouvent déjà avec 4 victoires de moins que les Broncos. Alors 3,5. Ouais, 3,5, puisque oui, Parce ils ont qu'ils ont un match en moins. carrément. Mais c'est vraiment un gros gouffre qui commence à séparer les deux équipes. Et je dis pas ça de manière très arrogante, hein, c'est statistiquement, de toute façon, il y Il y a a un peu d'arrogance quand même. une grosse différence. connaît. Oui, de toute Si, façon, si. si je peux les enterrer, je les enterre. Mais voilà. Après, je voulais noter quelque chose, moi, qui a été assez intéressant. Notez, Travis Kelce a fait une très bonne deuxième mi-temps. Enfin, une très bonne deuxième mi-temps. On va dire un très bon troisième quart et début de quatrième. Et après, alors qu'en première mi-temps, il est passé au travers, il n'avait que 14 yards à la mi-temps. Mais par contre, la défense des Broncos s'est complètement adaptée. Regardez, à partir du fin du premier tiers du quatrième quart-temps, où ça fait Oula. beaucoup de tiers de quart, des trucs comme ça. Mais Van Joseph envoie une prise à deux. Autrement dit, à 10 minutes de la fin du match. Très franchement, moi, je me suis compris. D'accord. Le 12e. Alors attends, est-ce que tu veux dire le 12e du match? Bref. À 10 minutes de la fin. À 10 minutes de la fin, voilà, merci. Ah non, c'est pas tout à fait ça. Mais Van Joseph choisit de changer un petit peu sa défense et lance des prises à deux sur Travis Kelce. Et à partir de là, Patrick Mahomes est obligé de changer de cible. Et il y a eu beaucoup de drops de la part de ses receveurs. Et ça a changé beaucoup le cours du match. Cette décision de Van Joseph a été, pour moi, la clé du match dans le quatrième quart. Alors, tu parlais justement de la partie d'échecs entre les coachs, entre Sean Payton et Andy Reid. Il y en a eu une très belle aussi entre Spagnuolo et Van Joseph. Du côté défensif, c'est vraiment... T'avais des blitz envoyés, mais alors très tôt dans le match. Hein, je repense à... c'était... Je crois que c'était un des Chiefs. Sur la première action, je crois que Bonix se fait saquer d'ailleurs. Exactement. Si Première action, Bonix se fait saquer. Dernière action, Patrick Mahomes se fait saquer. Ouais, voilà, et c'était vraiment des jeux défensifs assez intéressants. Seb, on a un Patrick Mahomes qui disait que l'équipe, et c'est pas la première fois qu'il le dit cette saison, que l'équipe des Chiefs manque de constance, à commencer par ses propres performances à lui. Les stats de Patrick Mahomes, 29 sur 45 à la passe, 276 yards, un touchdown, une interception, mais surtout des passes qui semblaient faciles pour Patrick Mahomes, qui ont été manquées, je pense, à cette première mi-temps, ce tout début de match, où 2 fois sur le premier drive, une fois Xavier Worthy et une fois Rashid Rice, si je ne dis pas de bêtises, étaient complètement ouverts et le ballon a été lancé trop en profondeur par Patrick Mahomes. C'est des erreurs qu'on ne voyait pas d'habitude chez le numéro 15 des Chiefs. Tu cites ces passes-là, il y a aussi eu des drops de Rashid Rice et de Kelce, notamment dans le dernier drive de la première mi-temps. Il y a eu un pick six qui sera annulé, lancé par Mahomes, mais il sera intercepté plus tard, et en plus pas loin de la red zone adverse, et c'est une erreur très rare de sa part, parce que là encore, c'est une interception qui vient alors qu'il force le jeu, ce qui n'est vraiment pas habituel. Et à mon avis, ça c'est symptomatique d'une chose, c'est que en ce moment, Mahomes est obligé de porter cette équipe sur ses épaules, et sur ses épaules seul, il n'arrive pas à trouver l'appui dont il aurait besoin pour que Kansas City performe en attaque. On a parlé du jeu au sol qui était très performant cette saison sur Kansas City, à plus forte raison sur ce match. Tu as parlé tout à l'heure, Vince, du changement de couverture sur Travis Kelce en fin de... Et en effet, parce que avant ces 10 dernières minutes, dans le quatrième quart-temps, Mahomes retourne vers Kelce parce que c'est son go-to guy, que la situation est chaude. Il commence à relancer dessus, et effectivement, à partir du moment où on lui a coupé cette solution, il y avait plus rien, malgré les talents qui sont censés l'entourer. 13 targets pour Travis Kelce dans ce match. 9 réceptions, 13 targets. Et le deuxième derrière, c'est Rashid Rice avec 9 targets. Ouais. Et du côté de Denver, Denver, ils étaient privés de J.K. Dobbins, donc déjà le jeu au sol en prenait un coup. En effet, un jeu au sol qui a plafonné à 59 yards et 2,8 yards par portée, mais qui a réussi à convertir des first downs au moment où il le fallait. C'est un jeu au sol qui a
su se montrer au moment décisif. Du côté des réceptions, on a Franklin qui s'est illustré, 4 réceptions, 84 yards, Pat Bryant, 5 réceptions, 82 yards, Cortland Sutton, 4 réceptions, 59 yards, et Bonix, même si tout n'a pas été parfait, a été très bon sur ses passes profondes, 5 sur 8, 156 yards sur les passes de 15 yards et plus. Et puis, un mot sur la défense. Encore, la défense de Denver, elle a blitzé 14 fois lors de ce match. Sur ces 14 blitz, elle a généré 7 pressions. Sur ces 7 pressions, elle a enregistré 4 sacs. C'est quand même un sacré pourcentage de réussite. Elle a limité Kansas City à 1 sur 4 dans la red zone. Et le saviez-tu, Vince, depuis 2023 et la prise de fonction de Vance Johnson, Kansas City est 3 sur 14, depuis Vance Joseph, pardon, depuis sa prise de fonction en 2023, Kansas City est 3 sur 14 en red zone contre Denver. C'est la preuve que ce type de travail a payé. Du coup, eh bien, nos amis de Kansas City se retrouvent au pied du mur. Ils ont une fiche à 50-50. Et maintenant, s'ils veulent espérer faire les playoffs, eh bien, tous les matchs qui viennent, c'est victoire obligatoire. Là, malheur aux vaincus dans leur cas. Et la semaine prochaine, c'est contre les Colts. Moi, j'ai une question pour Vince. Toi qui es grand fan, pour toi, c'est quoi le plus gros changement des Broncos? Est-ce que c'est vraiment maintenant qu'on voit la patte Sean Payton? C'est difficile à dire. La Saints Connection, moi, je vois vraiment une patte Van Joseph depuis 3 ans qui est vraiment depuis la débâcle à Miami en fait. Depuis la débâcle de 73 points à Miami, on a vu un gros changement défensif. Ils se sont attelés là-dessus et ça marche vraiment bien. Bonix, Seb l'a dit, il a trouvé des passes profondes et en fait, moi, ce que j'ai vraiment aimé hier, c'est le jeu vertical retrouvé des Broncos. On a la première screen pass qu'on fait dans le match, c'est dans le 3e quart. Alors que les 4 premiers matchs de la saison, on faisait que ça. Donc c'est vraiment un gros changement. Et puis Bonix a un bras et un lancer en mouvement qui est vraiment bon. C'est certainement pour moi un des meilleurs de la ligue là-dessus. Les lancers en mouvement. Les lancers dans la poche, par contre, il a beaucoup plus de mal. Et je reviendrai juste sur un petit truc qu'a dit Sébastien tout à l'heure par rapport à Patrick Mahomes et sur ses lancers. Il y a eu une stat qui est sortie au milieu du 2e quart. Il avait en temps de lancer, le temps de possession de balle en main, c'était 2,3 secondes en moyenne pour ses lancers. C'était le temps le plus court de sa carrière. Donc clairement, on avait bien identifié que les blitz et la défense des Broncos étaient agressives et qu'il fallait lancer vite. Et forcément, lancer vite, tu lances avec un petit peu moins de préparation, un petit peu moins de grip de ballon, et forcément, tu peux te louper un petit peu plus. Mais on en parlait régulièrement. Excuse-moi, Flav. On en parlait régulièrement, mais ça fait quand même s'ils ont gagné, ils ont fait le doublé au Super Bowl, la ligne offensive a toujours été un peu problématique. Et là, encore plus, quoi. Et en plus de ça, là, ils ont un souci, et je pense qu'on va en parler un petit peu, mais c'est ces coups de sifflet qui arrivent de plus en plus aussi contre eux, et notamment le 74 qui se fait siffler quasiment tout le temps. Hier, je crois qu'il prend 3 ou 4 pénalités, et ça commence à faire beaucoup, malheureusement, pour eux. Est-ce que le départ du côté de c'était Bieniemy à l'époque, qui il y a quelques années, maintenant il se fait pas sentir beaucoup plus maintenant, ce départ de je ne sais pas si Bieniemy ça joue, mais ce qu'on a vraiment l'impression, enfin moi c'est le regard que j'ai. Après j'ai une ou deux petites remarques à faire sur les Broncos, mais le regard que j'ai sur les Chiefs, c'est que, et les fans des Chiefs me pardonneront, mais on a vraiment l'impression d'une équipe qui commence à atteindre une fin de cycle. Tu vois, tu as vraiment l'impression que les autres équipes commencent à s'adapter. Alors en plus, maintenant, ils ont de la concurrence, et pas que de la part d'une seule équipe dans leur division, parce que les Chargers aussi peuvent
Mais sur le devant. légitimement les concurrencer sur des matchs. Et tout ça, ça fait que, bah oui, je me rappelle pendant le match là, contre les Broncos, il y a une réception, un moment qui n'est pas une réception puisque la passe est incomplète, de Travis Kelce sur le bord de touche, où il a les pieds tout juste décollés. Je sais pas si tu te souviens de ce passage, Vince. Ah oui. Tu te dis, avec un gars qui a, et là je parle pas forcément d'un tight end, hein, mais même un receveur qui a 5-6 ans de moins et qui est plus souple, ça fait réception, tu vois. Oui. Sauf que là, bah, c'est Travis Kelce qui a l'âge qu'il a et c'est déjà, il arrive encore à faire des sacrés matchs pour l'âge qu'il a. Et bah, tu te dis que derrière le jeu au sol, il est pas terrible. Ils tiennent grâce à la défense qui prend que 22 points. Mais l'attaque, bah, et notamment à l'extérieur, ça devient compliqué. Et là où il y a le gros problème pour les Chiefs, parce que cette stat, elle est absolument terrible, c'est qu'ils sont à 1-4 à l'extérieur cette année. Ils n'ont gagné qu'un seul match à l'extérieur. C'est la première fois que Patrick Mahomes perd 4 matchs à l'extérieur dans une saison. Et on est maintenant quasi certain que s'ils vont en play-off, ils vont devoir s'en farcir des matchs à l'extérieur, parce que je les vois pas être first seed. Ça me semble très compliqué. C'est mort. Donc, va falloir aller jouer à l'extérieur. Et vu commencer cette année, en fait, c'est tout ou rien, les Chiefs. C'est-à-dire que soit ils gagnent de beaucoup, quand ils gagnent de beaucoup, soit les matchs sont serrés et ça tombe plus de leur côté. L'an dernier, le parallèle avec le match des Broncos de l'an dernier à Arrowhead, il est parfait. Je veux dire, l'an dernier, ils menaient 16-14, le field goal des Broncos, il est contré. Cette année, il y a une 3e et 15 de Bonix dans le dernier drive. Et ben il arrive à la convertir. Il y a une autre 3e tentative, et ben il la convertit, ça finit, field goal qui passe, terminé, les Broncos gagnent. L'année dernière, qui était la première de Bonix, il a été quand même un petit peu décrié, même s'il a été très bon, mais ça lui a servi vraiment de grosse expérience. Et son match en playoff contre les Bills, où certes c'était une dérouillée, mais ça a servi d'expérience et ça a été vraiment fondateur pour cette équipe. Ça c'est évident. Comment dire tu dis, s'ils arrivent à se qualifier en playoff, même s'ils sont à l'extérieur, ils seront pénibles à jouer. Oui, ça je suis d'accord. Bien sûr. Et parce que tu vois, c'est toujours compliqué de parier contre eux. Bah, après, ça va être l'enchaînement des performances. Ouais. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Et il faut pas les enterrer. C'est pas parce qu'ils sont à 5-5 qu'ils seront déjà pas en playoff et qu'ils peuvent pas aller au Super Bowl. Hein. Ils sont totalement capables de gagner 3 matchs à l'extérieur en playoff. C'est possible. Hein. Et ils risquent de faire un peu comme l'an dernier, arriver rincer. Voilà, ça c'est un petit peu le risque. Alors si je grossis le trait, vous allez voir, c'est très grossi comme trait. Hein. Mais si on grossit le trait, on pourrait presque dire que le dernier drive de Bonix, il est presque mahomesque. Quand vous regardez les 2 dernières minutes de Bonix, où il a, je crois que c'est ça, 2-3 minutes pour remonter le terrain. 80. Voilà, cette 3e et 15 qu'il arrive à convertir, en s'achetant du temps en plus, alors que la défense essaie de lui courir après. Derrière, il a une 3e et 6, il trouve Troy Franklin, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà. Et alors, je sais que c'est un ancien des Saints, mais je vais mettre un coup de projecteur dessus parce que personne ne le fait jamais. Un gros coup de chapeau à Will Lutz, quand même, qui a 5 sur 5 au field goal, qui en met encore un de plus de 50 yards d'hier. On sait que à Denver, faut quand même le manier, le stade, hein, pour réussir tous les field goals. C'est tellement haut que la pression... Oui, non, mais je suis bien d'accord, ça te permet de taper des field goals de plus loin. Il n'en reste pas moins qu'il y avait un vent tourbillonnant hier, qu'il faut manier quand même. Hein. Quand tu as été habitué pendant 10 ans à taper dans un dôme, c'est quand même pas la même. Alors, il tapait dans un ballon, mais qui était dans un dôme. Qui était dans un dôme. En tout cas, Will Lutz aussi, c'est être clutch, et je pense que Vince me rejoindra là-dessus. S'ils ont gagné des matchs aussi serrés cette année, Will Lutz n'y est pas pour rien, il n'y est pas toujours pour. Il gagne tous les matchs serrés. Et puis moi, je vais rajouter un autre joueur en défense qui, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est un gars de la défense des Broncos. Un gars de la défense. Un gars de la défense des Broncos. Je vais parler d'un gars de la défense des Broncos, mais un gars que connaît bien Seb, Hufanga. Hufanga a été monstrueux. Il est passé pas loin d'intercepter plusieurs fois Patrick Mahomes. C'est un gars qui apporte tellement.
Il a des blitz hyper tranchants, il est présent, il est dur au contact, voilà, il apporte énormément. Je ne sais plus quel match c'était, c'était le match d'avant ou le match encore d'avant, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a un match où l'équipe adverse est en première goal à 1 yard de la end zone. Les 4, ils courent sur lui et les 4, ils les repoussent. Non, il est vraiment solide et pour moi, il est vraiment on point dans cette équipe. Très bien. Juste une question en un mot. Est-ce que les Broncos ont tué la division hier? Non. Non. Non, mais ils sont quasi sûrs d'être en playoff, oui, ça c'est sûr. Alors Vince, il a dit non. Yaya, tu dis quoi? Oui, Oui. par esprit de contradiction. Je n'ai pas d'argument, c'est juste le contrarier. Mais tu m'as dit en un mot. T'as raison. Seb, tu sais ce que tu dois répondre. Bon, Seb, oui, non. Alors, peut-être Non. pas, mais en tout cas, ils ont pris une sacrée option dessus. Avec Kansas City à 5-5 et les Chargers qui ont pris une dégelée contre Jacksonville Ils en ont pris une bonne. Ouais. Oui. ce week-end. Moi, je pense que ça peut leur donner des ailes si tant est qu'ils en aient encore besoin, nos amis de Denver. Et Denver qui actuellement, à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, possède le meilleur bilan de l'AFC et qui serait actuellement en premier round bye avec alors ils sont à égalité avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, mais le tiebreaker est favorable aux Broncos. Voilà. Ouais, alors moi j'ai dit non parce que déjà T'es superstitieux. je vais tirer l'œil, mais en plus parce que je vais à Denver et j'aimerais bien que le dernier match il soit un petit peu serré, que je vois pas les éleveurs de vaches du Colorado jouer, ça me plairait. C'est comme ça que tu parles de Jared Stidham? C'est pas sympa. J'avais oublié son nom, donc bon, j'oublie les noms de tout le monde, d'accord. Oui, oui, même le receveur numéro 1 d'école, t'as oublié son nom, donc bon, c'est pas très grave. Laurie joue très bien. Non, j'avais dit de laisser l'humour aux autres, mais bon, c'est pas grave. Bon, Seb, tu voulais dire un truc? Yaya, tu voulais dire... Non, Yaya, il rigole, on dirait Philippe Bouvard, il est en train de sauter sur sa chaise, comme ça. Vous avez pas les images, c'est consternant. Toi, t'as la taille, donc voilà. Quoique, t'es un peu plus grand. Pas beaucoup. Ok, bon, c'est long, hein, je suis désolé. Hein, ça manque de rythme, ça manque d'humour, ça manque de tout. Hein, mais vous en faites pas, Vince va bientôt reprendre la parole pour vous faire rire. Alors, Philadelphie-Détroit, c'est le dernier match dont on va parler aujourd'hui. Les Eagles de Philadelphie, c'était le Sunday Night Football. On parle pas souvent des Sunday Night Football parce que du coup on a moins de temps pour les préparer. Et oui. En plus, je salue les 2 personnes qui m'ont écrit par mail qui nous ont dit que visiblement on ne regardait pas les matchs parce que je n'avais pas parlé dans le résumé du match des Eagles de l'erreur d'arbitrage. Mais rassurez-vous, on va en parler dans le podcast. Vous serez ravis, comme ça, c'est pas très grave. Et sachez que oui, on regarde les matchs et je vais aussi regarder Cowboys Raiders, comme quoi hein, ça vire presque au sacerdoce. Alors, On a dit qu'on regardait les matchs, on regarde pas les purges. Hein. Philadelphie Détroit, Faut donc regarder les Giants. tu vois, ça c'est typiquement le match dont on se disait oh tiens l'affiche est belle. Puis voilà. Alors, les purges. Moi, le Denver Raiders, il y a 2 semaines, je l'ai encore au travers de la gorge. Hein, Je l'ai regardé, donc oui. et encore, mon Seb, c'est pas toi qui t'es levé à 2h du matin pour le voir. Ah non, mais le 40 minutes, il m'a fait souffrir. Hein. Oh la vache. Je disais donc les Eagles qui s'imposent 16-9 face aux Lions. Qu'est-ce qu'on en retire, Seb, de cette victoire, si ce n'est que les Eagles se reposent sur une défense à défaut d'avoir une attaque qui marche? Exact. On a beaucoup parlé de défense au cours de cet épisode et ce match ne fera pas exception à la règle. 317 yards encaissés pour cette défense, mais surtout Détroit limité à 9 points. C'est quand même pas banal. Hein. Ils nous ont plus habitués à des scores fleuves. Jalen Phillips, à qui est la trade deadline, qui gagne son premier sac en tant que Eagle et qui réalise 6 pressions. C'est la meilleure perf du match dans ce domaine. Et Jalen Phillips qui est déjà devenu un élément essentiel du centre de la ligne défensive de Philadelphie. Ils ont encaissé quelques jeux explosifs, les Eagles, mais contre Détroit, qui n'en encaissent pas. Mais en revanche, ils ont limité les Lions à 3 sur 13 sur les 3e downs. Excusez-le, c'est Yaya qui se mouche pendant que... les micros, ça se coupe, monsieur Yannick, merci. Le backfield n'a pas été en reste. Une interception de Cooper de Jean et 10 passes déviées au total, dont 3 pour Jordan Davis. En attaque,
c'est un peu plus qu'un cas. Ils ont su réagir après que Jameson Williams ait ramené l'écart et réduit l'écart, après un très beau drive de Détroit. Justement, Philadelphie va réagir avec un beau drive, eux également, 10 jeux, 64 yards. Et même si Hurts va trouver sur ce drive A.J. Brown pour 11 yards et pour convertir un first down, Barkley devra récupérer une transmission ratée entre Jurgens et Hurts. Et il se fera plaquer d'ailleurs à quelques centimètres de la ligne et sera privé de touchdown qui sera ramassé bien sûr par Jalen Hurts sur le fameux touche-poupouche cher à Flav. Donc disons que certaines de leurs stars en attaque se sont montrées pour Philadelphie, mais t'as quand même une impression de peu mieux faire de ce côté-ci de la balle. Barkley fait un bon match avec 26 courses et 83 yards, 3,2 yards par portée. A.J. Brown, 7 réceptions, 49 yards. Là, c'est clairement dans du peu mieux faire. Et Jalen Hurts, 14 sur 28, 135 yards, 10 courses, 31 yards, un touchdown. On a presque l'impression qu'il assure le minimum syndical. Néanmoins, 4e victoire de suite pour Philadelphie. La défense commence vraiment à retrouver de sa superbe par rapport à la saison passée, mais en attaque, c'est encore chaotique. Et d'ailleurs, en attaque, c'est 40 tentatives de course et 28 passes de Jalen Hurts, 148 yards à la course, 124 à la passe. C'est vrai qu'on a cette attaque de Philadelphie quand même qui pose question. Mais j'ai une question surtout pour mon Yaya, parce que je sais que c'est un fan de cet aspect de nos amis des Detroit Lions. Il y a des analystes américains, je regardais Good Morning Football tout à l'heure, par exemple, sur NFL Network, qui disaient que peut-être les Lions avaient pêché à cause des fameuses big balls de Dan Campbell. C'est 4e tentative jouée en permanence. Là, on est à 0 sur 5 pour les Lions, 0 sur 5 en 4e tentative. Est-ce que finalement on n'arrive pas là au bout du système Dan Campbell de tenter ces 4e qui parfois devraient peut-être servir à prendre des points, surtout dans des matchs aussi serrés? Je serais tenté de dire oui, on arrive au bout du système, mais d'un autre côté, c'est ce qui a fait sa réussite. Donc autant qu'il continue. Moi, je suis pas toujours d'accord avec ça, mais le problème, c'est que ils ont créé leur identité comme ça. Après, est-ce que ça peut, est-ce qu'il y a des moments où faut pas les chercher. Des fois, c'est aussi des wake-up calls pour pouvoir aller plus loin, enfin, pour pouvoir réveiller son équipe et dire oui, on est les gars, je suis avec vous, j'ai toute confiance en vous, je vous trust. Moi, le problème, c'est que Dan Campbell, son management, il arrive peut-être au bout avec ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est un gars qui secoue le vestiaire, qui demande beaucoup au vestiaire, et des fois, je me demande si on n'arrive pas au bout du système. Mon Vince, oui, pardon Seb, tu voulais ajouter quelque chose? J'ai une précision à apporter. Jusqu'à la semaine dernière, c'était John Morton qui appelait les jeux offensifs pour Détroit. Depuis la week 10, c'est Dan Campbell. Parce qu'il a sans doute estimé qu'il y avait besoin d'un électrochoc pour cette attaque. Ça a bien marché la semaine dernière. Ça a fait flop contre les Commanders. Ça a fait flop cette semaine contre Philadelphie. Et en cela, effectivement, on peut se poser la question que Yaya posait. Est-ce qu'on arrive au bout de ce système de management, ou est-ce que Campbell n'a pas trouvé le quick fix, c'est-à-dire la solution pour vraiment ranimer cette attaque de Détroit qui fonctionne sur courant alternatif, hein, là, d'un match à l'autre, ça peut être la sécheresse comme l'abondance. La question, elle mérite d'être posée, et je pense qu'on aura des éléments de réponse dans les semaines qui viennent. En fait, du côté de Détroit, ce qu'il faut, c'est que le jeu de course fonctionne. Quand il passe les 100 yards, voire plus, ça roule. Et en fait, c'est ça le vrai
leur vrai barème en fait. Enfin, leur baromètre, pardon. Donc, s'ils font plus de 100 yards, derrière, tout découle. Mais si tu as une équipe, et notamment comme Philadelphie, qui a une très forte défense, ça bloque. Et puis il y a les pressions mises sur Jared Goff. Hein. Je suis désolé, mais on en revient là. Ça avait été déjà le cas il y a quoi 2-3 semaines. C'était contre qui avant les Commanders et avant la bye week. Non, c'était pendant la bye week contre les Vikings où il avait été mis sous pression sans arrêt. On avait dit bah c'est quand même très moyen. Là hier c'est pareil. Il a été beaucoup mis sous pression. Résultat 14 sur 37 à la passe pour Jared Goff. J'ai pas le pourcentage de tête, mais ça fait du 40 et quelques pourcents la passe. C'est quand même pas folichon. Et on sait que c'est leur talon d'Achille. Et on sait que c'est le talon d'Achille de Jared Goff. D'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais à noter que Matthew Stafford avec les Rams, pour la première fois de sa carrière, est passé en bilan positif. Ouais. C'est la première fois de sa carrière qu'il a un bilan positif en tant que quarterback. Voilà, ça Non. nous fait penser à sa période Lions. Non, mais en fait, encore une fois, pourquoi il est sous pression? Parce que le jeu au sol est pas au rendez-vous. Oui. Et en fait, si tu veux, pour qu'il ait plus de temps, et notamment pour que les backers soient moins virulents sur lui, ben, si tu as ton jeu de course, les blocs, ils vont venir moins souvent mettre la Mais à mon avis, ce sera toujours un problème contre les équipes de NFC qui auront une très grosse défense. On l'a vu avec les Vikings quand Brian Flores a réussi à mettre ça en place. Là, Des contre Packers. les Eagles, contre les Packers, ce sera un problème aussi pour les Lions. Voilà, c'est ce genre d'équipes-là vont de toute façon leur poser problème. Et en plus, et je pense que de toute façon, on en reparlera mercredi avec les Bears, le fait que Ben Johnson soit parti, il arrivait à trouver des solutions, lui. Et je suis pas sûr qu'il. Morton, ça aussi. Ouais. Bon, ça va, vous avez dit tous les arguments que je voulais dire et je peux Oui, parler mais maintenant, alors, tu peux parler, mais on rappelle que, et là, tout Laisse le monde parler est les témoin, grands. Laisse parler les grands. on rappelle que avant le début de l'émission, il nous a dit, moi, Eagles Lions, j'ai pas grand chose à dire dessus, donc je donnais la parole aux autres, tu vois. Non, mais effectivement, là, on l'a tout dit. En fait, il faut pas oublier que Ben Johnson, que Dan Campbell a perdu son coordinateur offensif et défensif à l'intersaison, et ça peut se ressentir aussi à un moment donné. C'est une équipe qui, certes, avait pas mal de choses, de points forts vraiment spécifiques et dont ils savaient utiliser et user, mais ils ont perdu un peu la foi, ils ont perdu un peu ce mojo. Il faut le retrouver, rien n'est perdu encore pour cette équipe, attention. Mais hier, contre une défense un peu de fer, ça a pas tourné en leur faveur. Après, il faut pas non plus tout jeter. Il n'y a que 3-3 dans la deuxième mi-temps. Alors certes, ils n'ont mis que 3 points, mais ils n'en ont encaissé que 3 aussi. Donc il y a on peut se réjouir de n'avoir encaissé que 16 points contre Philly. Par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas se réjouir d'en avoir marqué que 9. Donc il faut savoir un peu trouver le juste milieu dans cette défaite. Tout n'est pas à jeter, mais il va falloir un peu se bouger, et surtout dans la variété d'appels de jeu. Moi, on va peut-être conclure sur ce match, je sais pas, Flav, mais moi, il y a une chose du côté des Eagles. On va conclure même l'émission. Ouais. Il y a une chose pour les Eagles, c'est qu'ils ont encore une blessure de Lane Johnson. Ouais. Et mine de rien, il est tellement important dans leur ligne. Déjà que l'attaque, c'était pas, ils survivent en faisant pas le minimum, mais en étant pas aussi élite que l'an dernier. S'ils perdent Johnson, alors Lane Johnson qui souffre d'une entorse du pied, pour faire simple. 4 à 6 semaines. Voilà, 4 à 6 semaines. Le fameux. Il faut rappeler, c'était 2 à 4 avant. Là, c'est 4 à 6. Il faut rappeler cette petite stat qui peut faire peur à Philadelphie. Quand Lane Johnson est sur le terrain, est titulaire dans la ligne offensive, c'est 71% de victoire pour les Eagles. Quand il est absent, c'est 34% seulement de victoire pour Philadelphie.
Philadelphie. Donc voilà, autant dire l'importance de Lane Johnson dans la ligne offensive. Et quand tu as des jeux comme le touche-push notamment, tu as besoin d'avoir une ligne offensive qui est efficace. Et quand tu vois comment le sol est utilisé encore hier aussi, c'est pareil. Donc voilà, il faut cette blessure est évidemment peut être importante dans la suite de la compétition. Bon, le titre de division, ça devrait aller pour Philadelphie. Le premier back-to-back depuis. Vous vous rendez compte, pour la première fois en 4 ans, il va plus pouvoir nous ressortir sa stat du back-to-back de la NFC Est. Vous savez, c'est la division où il n'y a jamais de back-to-back. Bah, et voilà, ça Bah, va lui tomber dessus. c'est statistique, hein. Plus une série dure, plus elle est amenée, plus on est proche de la C'est fin. terminé. Oui, tout à fait. Et la défaite des Lions, cumulée avec la victoire des Bears, on va en parler vite très rapidement là, quand on va énoncer les parce que scores. j'ai dit qu'on en parlait mercredi. On va pas énoncer les scores, non? On va énoncer les scores. Mais voilà, donc cumulé à cette victoire des Bears, ça met les Bears en tête de division, et ça, qui l'aurait parié après la conférence? Mais il faut en parler quand même, hein, c'est pas possible. Je peux donner mon coup de griffe. Moi, mon coup de Ah griffe, oui, en plus, il y a ça, j'avais oublié. c'est Vincent qui t'embête. Voilà. Tiens. Bon, vas-y, tiens, coup de cœur, coup de griffe, mon yaya, je t'écoute. Bon, mon coup de cœur avec Jameis Winston. Ouais, grave. Oui. Moi, c'est il est fantasque. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de le voir. Il nous a lancé une interception à la toute fin, on n'y croyait plus. On s'est dit non, Jameis, non. Alors qu'il n'y avait même pas de receveur. Voilà. Tu vas pas foutre en l'air tous nos repères de jeunesse. Non, Jameis, balance ton interception. Et alors, je tiens juste à dire une chose, que dans le Discord, tu avais dit, je suis pour une victoire des Giants. Et là, patatras, c'est fini. Merci de porter l'œil, Flamme. Je t'en prie, c'est normal. Bon, enfin, vous avez pas trop besoin de moi pour foirer les fins de match. Hein. Faut pas plutôt me mettre sur le dos. Tu vois, non, le gros coup de griffe, c'est Abdul Carter qui se fait bencher visiblement. Il dormait à la Réunion. C'est ce Giants. Dirait Vince. Quoi. Voilà. Il était trop fatigué. Non, c'était dans le sens qu'il était fatigué. T'as dit que t'étais fatigué. Et après, non, on a à peu près tout dit. Je regarde. En tout cas, il n'y a pas de métamorphose avec Kafka. Hein. Non, il n'y en aura pas, il faut surtout pas. Non, juste une chose, si, je voulais quand même mettre en avant Bryce Young. Bryce Young qui lâche pas, qui a été chercher le match. C'est un coup de cœur, hein, c'est Oui, pas c'est ce que je veux dire. Oui, c'est pas la liste du Père Noël de Yaya, quoi. Je sais pas. Le mec, on lui laisse un micro, ça y est, il croit que c'est libre antenne, quoi. On dirait Vince devant les locaux de Beansport. Bientôt, en coup de cœur, il va dire Eli Manning qui gagne 2 Super Bowl. Et alors, tu parles de libre antenne, mais toi, tu ressembles à Diffoul. Pardon ? Non, c'est Non. Vince, ton coup de cœur, ton coup de griffe. Alors, mon coup de cœur, ça porte sur les 3 QB de la draft 2024 qui sont dans 3 super bonnes séries. Alors, les 3 QB qui sont actuellement sur les terrains et qui jouent en tant que titulaires. Mais Drake May qui a 7-1, Bonix qui a 8-0 et Caleb Williams. Drake May qui a 8-0, Bonix qui a 8-0 et Caleb Williams qui a 7-1. Les 3 QB de l'année dernière. On parle souvent d'année 2 compliquées pour les QB. Et ben, c'est 3 QB là, en tout cas, nous montrent quand même beaucoup de choses. Alors oui, ils ont pas mal d'aide dans leur équipe aussi, hein, attention, mais très très bonne série de ces 3 QB et c'est très agréable à voir. Mon cher Seb. Alors moi, j'avais préparé un coup de cœur autour des Bears, mais comme on va en parler jeudi, je vais pas le faire. Mais c'est pas grave. Je m'adapte, je suis un professionnel, donc ce sera un coup de griffe. Oui, c'est ça les professionnels. Voilà, c'est ça les pros, c'est ça les vrais. Ce sera un coup de griffe. Alors bon, voilà, ça y est, c'est bon. Vous l'avez eu, votre Shedeur Sanders. Vous êtes content, hein? Vous avez vu ce que ça donne. Non, parce que on s'est foutu de moi il y a 2 semaines. On a posé la question, est-ce que c'est le moment de lancer Shedeur Sanders? On a quelqu'un qui nous dit oui, quelqu'un qui nous dit non. Moi qui dis faut voir, et on se fout de moi. Alors voilà. On a vu ce pauvre Dylan Gabriel qui s'est fait plaquer par 5 ou 7 défenseurs, je sais plus, et qui apparemment a oublié les 2 dernières années de sa vie puisqu'il est commotionné. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On lance, bien sûr, la merveille. C'est peut-être une bonne nouvelle pour lui. Du coup, il oublie qu'il est chez les Browns. Il est chez les Browns. C'est plutôt pas mal. Il va se réveiller à la fac. Et après, c'est pas la faute de Shedeur Sanders, tu le sais très bien, c'est les Browns, c'est la ligne. Enfin bon, voilà, quoi. Voilà. Donc voilà, on l'a eu, 4/16,
47 yards, un magnifique 2,9 yards de moyenne par passe lancée. C'était beau comme un rookie qu'on lance sur un terrain sans l'avoir préparé. Voilà, c'était ça. Alors, non, mais Je alors, parle des fois d'agneau sacrificiel. De Oui. ce que j'ai vu, ça ressemblait à ça. hein. je veux pas défendre Shedeur Sanders, mais quand t'as Kevin Stefanski qui dit en conférence de match, parce que Shedeur Sanders en conf de presse a dit voilà, j'ai pas été bon, il y a beaucoup de choses à Oui. améliorer. Bon, d'accord. Mais quand t'as Kevin Stefanski qui dit oui, bah de toute façon, c'était la première fois qu'il lançait avec l'équipe titulaire, parce que même à l'entraînement, je l'avais jamais mis en position de lancer avec les receveurs titulaires. Enfin, il y a quand même un vrai problème de management. Tu Sauf sais que Browns. c'est ton QB2. Moi, je commence à croire que les gens Mais qui c'est qu'il en veut pas. sont proches de la franchise des Browns et qui me disent qu'en fait on lui a imposé le choix et qu'il n'en veut pas, Mais oui. je commence à me demander s'ils n'ont pas raison, parce que Non, mais moi, quand on je arrive le à te pense, dire c'est que qu'il en ton veut QB pas. remplaçant, enfin ça a été le cas chez les Saints, Spencer Rattler et Tyler Shaw avaient des répétitions avec Chris Olave, avec les receveurs numéro 1. Oui. Enfin, c'est évident. Tu fais ça surtout quand t'as pas un mec qui est, je suis sûr quand même Martinez chez les 49ers, quand Brock Purdy était blessé, il a eu dû avoir des reps avec les receveurs titulaires. Enfin, c'est quand même insensé de se dire que c'était la première fois qu'il lançait à Jerry Jeudy, quoi. Non, mais c'est qu'il en veut, Oui, c'est mais qu'il en veut pas. il envoie que le mercredi. Il en veut pas. Non, mais moi, je trouve ça. Et le gars, et Stefanski, il te dit ça sans sourciller, quoi, tu vois. Et je me demande, alors, je sais pas, Stefanski, pareil, je suis Il pas a au des fait de ce tapes, qui lui. se passe chez les Browns, mais j'arrive pas à savoir s'il a lâché l'affaire ou s'il est dans une guerre ouverte avec son front office et son management, je sais pas, mais il est clair que Shedeur Sanders, il en veut pas, et qui risque d'être obligé de se le cotiner si les évaluations de Dylan Gabriel sont pas bonnes. Et à mon avis, ça lui plaît pas. Et là, il y a tout ce qu'il faut pour faire définitivement imploser les Browns qui n'avaient pas besoin de ça. hein. Moi, à mon avis, il a des vidéos de foot job. À mon avis, c'est pas beau à voir. Mais enfin, bon, bref. On n'est pas là pour parler de ça. Hein. On fait le récap des résultats. Les Patriots qui s'imposent 27-14 face aux Jets. D'ailleurs, les Jets qui ont pris la décision de changer de quarterback titulaire, puisque ce sera Tyrod Taylor la semaine prochaine, et non plus Justin Fields. Les Dolphins s'imposent dans un match absolument grandiose face aux Commanders. 16-13, c'était le match au Santiago Bernabéu de Madrid. On a renoué avec la bonne tradition des matchs européens. hein. L'embellie de la semaine dernière est vite retombée. Moi, j'ai vu vraiment que la toute fin. hein. Je crois que j'ai vu la fin du dernier quart-temps, donc je pense que j'ai évité le pire de la Alors, souffrance. ce qui est bien quand tu dois faire un résumé, et ça, c'est un petit message pour les Dolphins et les Commanders, ça sert à rien de partir en prolongation si c'est pour qu'il y ait une interception au bout de 7 secondes, tu vois. Parce qu'elle a finissé avant la fin du temps réglementaire, tu vois. Oui, mais Ça sert à McDaniel rien. voulait pas prendre les 3 points. Alors oui, ça a été un flot. Enfin, il n'y a pas que lui, hein. Parce que Dan Quinn aussi, hein, il est deux Oui, fois oui. au 4e et 1. Il Il est faut- 2 fois au 4e et goal, et sur les 1 yard, et ils y vont, et les deux y vont, et les deux ils se font. Non, mais tu te dis, mais c'est pas possible. Il y a personne qui voulait gagner. D'ailleurs, Matt Gay a été libéré par les Commanders. Il avait raté 2 field goals, lui qui disait que c'était son rêve de jouer à Santiago Bernabéu parce qu'il jouait au foot quand il était plus jeune. Et ben, son rêve a viré au cauchemar. Les Steelers de Pittsburgh qui s'imposent 34-12 face aux Cincinnati Bengals dans un match où il y aura eu plus de crachats que d'actions d'éclat pour les Bengals. Un match qui a donc été marqué par l'altercation entre Ja'Marr Chase et Jalen Ramsey. Ramsey accuse Ja'Marr Chase de lui avoir craché dessus. En réponse, en bon Ramsey qu'il est, il a donc envoyé un coup de poing dans le casque de Ja'Marr Chase et s'est retrouvé éjecté du match. Voilà, comme ça au moins, le problème est réglé. Enfin, il n'en reste pas moins que la vidéo montre quand même que Ja'Marr Chase l'aurait vraiment craché dessus. Les Jaguars de Jacksonville, alors eux, ils ont cartonné contre les Chargers. Victoire 35-6. Ils sont passés où les Chargers? Quelqu'un a des nouvelles? Quelqu'un sait où ils sont passés? Je sais pas. C'était voilà. Lost les disparus. C'est version Los Angeles. Mais enfin, c'est tellement les Chargers de cette année. C'est un peu les montagnes russes aussi, hein, les Chargers. C'est Puis incapable de Courant faire. alternatif, les Un Chargers. vrai ouragan floridien. On aurait tombé Voilà. dessus. Tout à fait.
Les Bills qui s'imposent 44-32, ça on en a parlé. Les Bears qui gagnent 19-17. Alors, un match qui a mis du temps à décoller. Et puis finalement, il y a eu deux changements de leader dans la dernière minute. Et c'est les Bears qui gagnent. On en parlera dans le podcast du milieu de semaine. Mais les Bears commencent à gagner de plus en plus de matchs serrés. Hein. Eux qui étaient connus pour choquer les fins de match sans arrêt. Maintenant, ils les gagnent tous, quasiment les matchs serrés. Comme quoi, une franchise peut se transformer quand elle a un coach. Les Texans de Houston qui n'ont pas livré la prestation de l'année, mais qui s'imposent 16-13 face aux Titans du Tennessee. On va dire que l'essentiel est acquis. Les Panthers qui battent les Falcons 30-27 en overtime. Là aussi, il y a eu du suspense du côté d'Atlanta, et comme d'habitude, c'est Atlanta qui perd. Les Packers qui s'imposent 27-20 contre les Giants. Les Rams qui gagnent 21-19 face aux Seahawks. Les 49ers, on n'en a pas parlé, avec un très bon Christian McCaffrey qui s'impose 41-22 face aux Cardinals. On a retrouvé Brock Purdy, on a retrouvé Christian McCaffrey, tout va bien. Du côté des 49ers, j'ai envie de dire, c'est une vraie victoire 49ers, mon Seb. On prend les victoires là où il faut les prendre. Quoi. Oui, exactement. Arizona n'est plus une menace dans la division. Il fallait impérativement prendre cette victoire. Puis c'était le match idéal pour faire revenir Brock Purdy. C'était chouette à voir. Kittle qui a marqué 2 fois, je crois. Voilà. C'était sympa. Les Ravens qui s'imposent 23-16 sans briller face aux Browns de Cleveland. Là aussi, des petits doutes, notamment sur l'attaque de Baltimore. La défense, elle semble de plus en plus en jambes après un début de saison compliqué. Et les Ravens qui reviennent à 5-5 avec les Chiefs dans l'AFC, qui sont des vrais concurrents, puisqu'ils sont à une seule victoire des Steelers en tête de division AFC Nord. Les Broncos s'imposent 22-19 face aux Chiefs. Et les Eagles gagnent 16-9 face aux Lions. Il reste un match à vivre dans la nuit de lundi à mardi. Les Raiders de Las Vegas reçoivent les Cowboys de Dallas dans un match qui sent... Voilà. Qui sent quelque chose et on ne dira pas quoi à l'antenne parce que voilà, parce qu'on ne peut pas le dire, on n'a pas le droit de le dire. Les amis, merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve en milieu de semaine pour parler des Bears et des Panthers notamment. On va essayer d'avoir des invités pour venir nous parler de tout ça. Les demandes sont faites, on attend les réponses. Et je vous dis à mercredi, enfin jeudi pour les auditeurs. Mon Vince, toi tu seras pas là? Non. Bah non, mon Vince, il est pas là, c'est son joueur orthophoniste, vous le savez. Seb, lui sera là. Je sais que j'en ai besoin. Dieu sait que t'en as besoin. Yaya sera là aussi. Et vous, vous tous qui nous écoutez, on espère que vous serez là. N'hésitez pas à écouter aussi les podcasts MLB, les podcasts NBA de toutes les équipes de The Playoff. Et puis à lire, bien évidemment, les articles qui sont sur le site. On se dit à très vite, à dans 2 jours. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.